Ok. Alors là, je vais parler un peu du support, le nettoyage préalable. Et bon, dans ce cas-là, je vais expliquer parce que je suis en train d'enregistrer pour si demain quelqu'un veut voir la formation. Mais en fait, pour toi, je crois que c'est pas nécessaire parce que tu as expliqué parfaitement. Il faut nettoyer le support. C'est la folie. Il faut le nettoyer. Ça arrive pas tellement aussi. Tu te retrouves n'importe quoi aussi dans les ouvrages. Mais bon, ici, de ce qui parle, c'est aussi tu peux nettoyer avec de l'acide chlorhydrique ou tu peux nettoyer, par exemple, quand tu as une structure qui est de bloc, de béton branché. Quelquefois, tu as de l'huile pour les coffrages, pour enlever les coffrages. Donc, tu dois nettoyer très bien cette huile-là. Et ici, ce que je vais montrer, c'est en fait une vidéo que j'avais pris moi-même sur un ouvrage. C'est un bon exemple parce que c'était une entreprise qui était venue se former à l'usine à Madrid. C'était une entreprise française. Elle est venue à Madrid, elle s'est formée sur comment il faut le faire. J'ai expliqué exactement tout pareil. C'était exactement la même présentation parce que c'est des choses qui en fait ne changent pas grand-chose dans le temps. Et il faisait sa première piscine. C'est il y a des années. Donc je suis allé à l'ouvrage en France voir sa première piscine qu'il était en train de faire. Et alors, je me suis retrouvé avec ça. Ça, c'est le béton du sol. On voit, comme j'avais expliqué sur la formation. On essaye de gratter. Et... Oui, d'accord. Il y a tout plein de poussière. Au début, je pensais que c'était des restes de poussière du travaux, du mortier. Mais maintenant, il paraît que c'est... Je sais pas, c'est le ciment du béton. Il est survibré, surtaloché, exactement comme j'avais expliqué sur sur la formation. Il est surtaloché, survibré. Donc il y a une croûte de ciment. Les murs en fait ils étaient corrects. On voit que c'est mais en général, que c'est pas sûr. Alors, au début. Vas-y, Nicolas, comme expert, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un béton qui est Alors, il y a deux solutions. Soit c'est un béton qui est sous-dosé et on n'est pas sur à minima un 350 kg3, ou alors le mec, il a pris une grosse pluie et toute une forme de laitance qui s'est formée en surface. Mais pour moi, là, c'est un béton qui est sous-dosé. Là, c'est un 200 kg3, 150, 200 kg3. Ben, c'est parfait. C'est parfait. 10 sur 10, Okay. 20 sur 20, comme on dit en France. Hein. C'est parfait. La réponse, elle est parfaite. Et en fait, c'est quelque chose que je me suis jamais retrouvé. Seulement, je l'ai vu dans cette piscine-là, parce que moi, ce que je pense, initialement, par défaut, parce que chacun a son expertise, dans les ouvrages que j'ai vus, normalement, c'est un surdosage d'eau, ou comme tu as dit, de la pluie qui est tombée, bon, enfin, etc. C'est de l'eau. Voilà, c'est de la laitance provoquée par l'eau. C'est normalement ce que je pense initialement, dû à l'endroit où j'habite et l'expérience que j'ai moi-même sur cet endroit-là. L'autre option, c'est que le béton il soit pas correct, et dans ce cas-là, c'est plus du côté de cette option-là, parce qu'en fait, ils avaient jeté un mortier autonivellant dans le sol de la piscine. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, en fait, le mortier, je sais pas si ça s'appelle comme ça en français, hein, désolé. Mais l'autonivellant, c'est un mortier qu'on utilise dans les intérieurs quand on fait un sol désolidarisé, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas collé dessus. Alors, comme tu cherches pas à te coller, tu fais un autonivellant. En fait, l'autonivellant, il a une formulation faite où il a beaucoup de fin, de la poussière fine. Normalement, c'est du plâtre, c'est des choses comme ça pour que ça soit plus fin et donc il puisse rentrer dans ce niveau. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'avait pas la résistance dès le début. Alors, solution, Nicolas, vas-y, question. Qu'est-ce qu'on fait? On pense juste... Alors, deux choses. S'ils ont mis un autonivellant, selon moi, c'est qu'il y avait un problème de planéité. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Donc, deux choses. Là, aujourd'hui, ça convient pas. Faut le poncer. Faut revenir au béton. Et si toutefois, il y a un gros problème de planéité qu'il faut le reprendre, il faut faire, parce qu'on n'a pas le choix, le même type d'enduit que l'on va faire sur les murs, solidarisé, un enduit de 2 cm, ou toi, en l'occurrence, ce que tu préconises, on irait directement sur le béton avec le MT2G et on shooterait avec l'accent quartz. C'est exactement ça, voilà.
Et c'est ce qu'on avait dû faire une fois que je suis rentré à l'ouvrage. Ils allaient faire la piscine. Hein. C'est moi qui s'est rendu compte. J'ai dit stop, tu peux pas faire comme ça. Et alors, bien sûr, ici l'option la meilleure option, la plus vite, etc. C'était de poncer. Donc ils ont allé chercher une machine spéciale. Ils ont poncé jusqu'à arriver à une partie du sol qui était voilà plus ou moins correcte, au moins mieux que ça. Mieux que c'était en avant. Donc parfait Nicolas, hein, c'est parfait. Tu es un grand expert. Hein. Non, je suis pas un expert. J'ai 14 salariés et beaucoup de pistes à mon actif. Donc à force, je te dirais que l'expérience, elle s'est faite aussi à travers les larmes et le sang des fois. Eh oui. Non, mais qu'est-ce que tu vas me raconter? Moi, c'est exactement pareil. Mais je t'avoue que je suis pas habitué à me retrouver avec des professionnels comme toi. Hein. C'est des questions difficiles que tu as répondu là. Hein. Bon, là tu as le mortier technique. Uniquement ce que j'explique, c'est la trame anti-alcaline, trame des fibres de verre de 5 x 5 mm de passage de trou. C'est plus ou moins une indication type. Après le mortier technique avec 6 litres d'eau. Moi, les quantités d'eau, je fais pas trop attention parce que, premièrement, c'est les mortiers qui font avec de l'eau, donc tu as toujours une limite, même si elle est petite, mais un demi-litre avec celui que tu peux jouer, mais aussi parce que la partie importante où tu dois voir la quantité d'eau, c'est sur le sac. Pas ici sur la présentation. Ici, il faut pas regarder. Il faut voir le sac et qu'est-ce qu'il y a sur le sac. Et ici, dans le sac, il y a 4 litres, c'est 4 litres, et si on a 5, c'est 5. Pourquoi? Parce que ces choses-là, elles peuvent changer dans les années. Donc le sac, il va toujours changer ou s'actualiser, autant que la présentation, elle peut pas s'actualiser. Par exemple, tu peux acheter un sac. Là, j'ai mis un exemple d'un sac de 20 kilos avec 6 litres. Demain, tu achètes un sac qui a 25 kilos et tu mets 6 litres. Non, mon pote, c'est pas 6 litres. On regarde sur le sac parce que peut-être la mesure, la quantité qu'indique le sac n'est pas la même que ce que tu es en train de voir sur la formation. Donc, regarde bien le sac pour t'assurer. Et une chose qui est toujours pareille, c'est ce détail qu'on dit mélanger en repos et remélanger. Voilà, ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on parle des mortiers de ciment, que tout ce qu'on fabrique, c'est des mortiers de ciment monocomposants, c'est-à-dire que tous les adjuvants, je sais pas comment ça se dit, les additifs qu'il contient, ils sont en sèche. Bien sûr. Alors super. La façon correcte, c'est que tu fais un petit repos pour que tous ces additifs ils puissent se mélanger correctement avec l'eau, avec le mortier, et aussi pour que ça donne la texture correcte. Parce que sinon, la texture, elle va être différente, ça va pas être si commode. Donc, si tu laisses le repos, ça va travailler beaucoup plus commode. Donc ça, il faut le faire avec tous les mortiers de ciment qu'on appelle technologiquement plus avancés. Si tu prends du ciment, de l'eau, du sable, tu n'as pas besoin de le faire. Mais des mortiers qui ont des additifs, tu dois laisser toujours un petit repos. C'est toujours bien conseillé, d'accord? On le fait aujourd'hui parce qu'on utilise des cols à base de Géolian et ils préconisent toujours systématiquement un temps de repos de 2 minutes. Donc nous, on travaille aussi, pour ton information, ça peut-être pour que tu le saches, travailler avec la marque. C'est une espèce de petit doseur d'eau, tu sais, et donc on a un dosage d'eau à 100 millilitres près, on a toujours le même dosage d'eau, ce qui me permet moi d'avoir une régularité au niveau de la tixotropie, au niveau des produits qui arrivent. Si on est sur de la projection, peut-être il faut que tu me dises la tolérance d'eau, c'est un demi-litre, donc plus, moins 0,5, c'est ça? Donc minimum, bon là c'est le mortier technique, là on est en train de parler de mortier technique, mais oui, normalement tu as toujours demi-litre de différence de moins et de plus. C'est toujours avec ce que moi je joue. Bien sûr, tu dois avoir en compte que toujours que tu joues avec l'eau, tu as toujours des risques et tu dois savoir pourquoi tu le fais. Mais c'est une tolérance demi-litre, c'est une tolérance qui est correcte en fait. C'est une tolérance standard que tu vas toujours pouvoir utiliser. Là, dans ce cas-là, c'est le mortier technique. Et cet exemple-là, c'est une piscine très petite, c'est ce qu'on appelle ici comme jacuzzi, comme la marque. Et en fait, là, ce qu'on se retrouve, c'est qu'il y a des parties de cette piscine-là, il y a des parties de cette piscine-là qui sont faites avec des ajouts, par exemple, c'est pas du béton. El sistema de rehabilitación de semimorteros se utiliza en casos de soportes a rehabilitar o escaleras, bancos y rampas ejecutadas posteriormente al hormigonado.
Donc, ce qu'on fait... Asegúrese siempre de que el soporte es firme y estable y está limpio. Il mouille le support, il nettoie le support. Alors maintenant, il fait le mortier technique. Et c'est pour couvrir tous ces ajouts qu'il a. El mortero técnico MT2G se aplica en 2 capas con una malla de fibra de vidrio. Alors, tu vois comment ça se fait le mortier technique avec la trame. Toujours une légère couche très fine, début. El día siguiente a la aplicación del mortero técnico puede aplicarse un impermeabilizante monocomponente Pourquoi c'est HF24. si important d'expliquer? Parce que ça a l'air d'être très logique, mais on se retrouve à souvent dans des ouvrages où ils posent premièrement la trame, et puis après ils font la pâte par-dessus, ils font le mortier technique. Non. Je fais une couche très légère et je colle ma trame dessus. Comme ça, je m'assure qu'elle est bien collée. D'accord? Bien sûr. Mais ça, on peut se retrouver avec des gens qui font ça. Ils disent que c'est par commodité. Moi, je le vois pas plus commode, honnêtement. Mais bon, il faut faire attention, il faut le faire bien. Noté. Toujours une couche par jour. Donc, aujourd'hui, on fait le mortier technique. Demain, on fait la chef 24. On laisse, c'est au moins 12 heures qu'on laisse pour sécher. Alors, sur la fiche technique, ça faisait partie des questions que je voulais te poser, c'est que sur la fiche technique de la chef 24, il me parle d'un délai de 24 heures. Oui, bah en fait, il faut jamais, c'est pour ça que moi, j'aime pas de fixer les choses. J'aime expliquer, mais pas fixer. Pourquoi? Parce que, par exemple, là, on dit 24 heures parce qu'il faut dire, il faut donner des heures. Voilà. Il faut dire quelque chose. Donc, on essaye de s'assurer en disant 24 heures. La réalité, c'est que il y a quelques fois que tu as besoin de plus de 24 heures. Oui. Donc, dans la fiche technique, on dit, attends, 24 heures, mais assure-toi que ça soit bien. Que ça soit bien dur. Pourquoi? Parce que je te donne un exemple. Il y a des piscines, c'est arrivé à la France, par exemple, il y a des piscines qui sont dans un endroit très froid, par exemple, une station de ski, on va dire. C'est une piscine qui est fermée, donc c'est froid, c'est fermé, tu as de l'humidité, et qu'est-ce qui se passe? Tu fais ton HF24, et le jour d'après, il n'est pas encore dur. Parce que comme c'est un produit de ciment qui est très additivé, il doit sécher. Et comme tu as beaucoup d'humidité, et comme tu as beaucoup de froid, le ciment, il n'arrive pas à prendre, et c'est pas encore dur au jour suivant. Donc, tu devras attendre 48 heures avant de faire ton action court. C'est pour ça qu'on dit, comprends pourquoi, ça doit être sèche. Quelquefois, 4 heures, c'est suffisant. Quelquefois, 6, 7, 12, c'est suffisant. Mais, tout simplement, assure-toi, de façon générique, le jour d'après, c'est une bonne solution. Le jour d'après. Donc, le jour d'après, normalement, c'est environ 12 heures, non? Parce que tu finis aujourd'hui dans l'après-midi, tu commences demain matin, ça fait environ 12 heures, non? Là, normalement, c'est parfaitement correct, surtout si la piscine est extérieure. Je sais pas quel est ton cas, exactement, mais si ta piscine c'est une piscine extérieure, donc tu as de l'air, tu as du vent, 12 heures normalement c'est plus que suffisant pour qu'un ciment dans l'extérieur finisse par durcir, sauf si tu es dans le pôle Nord, tu vois, si tu es à la Russie, alors là ça peut être différent, mais en général avec 12 heures dans l'intempérie c'est suffisant pour un ciment. D'accord. Également ça c'est l'imperméabilisation. Rouleau ou brosse. Moi, je te dis au niveau de la commodité dans ce que j'ai vu dans les équipes, c'est plus la brosse. Sauf dans les sols, que le sol c'est plutôt plus commode le rouleau. Ou si c'est beaucoup de mètres carrés, comme la piscine que tu as mentionnée de 600 mètres carrés de revêtement, et alors là, peut-être tu as besoin du rouleau pour aller plus commode. Mais la brosse, c'est là quelque chose de bon, c'est que c'est plus commode de rentrer sur tous les petits trous que tu peux avoir du support de béton, tu vois, c'est normalement, pour moi, je trouve que c'est plus commode avec un balai, en fait, c'est ce qu'on utilise ici. Tu prends un balai, c'est comme une brosse, finalement, hein, c'est pareil. Brosse à tapissier, là, tu vois, c'est brosse à tapissier avec un manche, là. Ok, je vois très bien. Ben, ici, là, tu vas voir le petit exemple. Toutes ces vidéos-là que tu vois, elles sont toutes sur YouTube. Elles sont normalement en espagnol, je crois, mais bon, il n'y a rien à comprendre. Là, c'est seulement à voir. Donc, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné une première couche. Et maintenant, il est en train de donner une seconde couche. Normalement, on dit des couches croisées, etc. Bon, c'est des façons de parler parce que l'important, c'est que ça soit bien couvert. Alors, ma recommandation au niveau pratique,
par exemple, la piscine de 90 mètres carrés que tu vas faire maintenant. Avec une personne, moi je crois que c'est suffisant, mais imagine que c'est 2 personnes. Tu envoies 2 personnes, tu dis écoutez, le mercredi vous allez, 2 personnes, vous allez faire l'imperméabilisation. Alors, normalement tu nettoies bien sûr, tu humidifies, etc., etc. Tu fais ta première couche, donc tu fais les voiles, le radier du fond vers le hors. Tu arrêtes à manger, environ 1 heure, et tu reviens faire ta seconde couche. Cette 1 heure que tu donnes, c'est tout simplement pour améliorer la prise du ciment. C'est mieux si tu laisses faire de couche fine en couche fine. Donc, ça va être plus commode, ça va durcir plus vite, ça va être mieux si tu laisses entre les 2 couches au moins 1 heure pour que ça sèche. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est la recommandation. Alors j'ai 2 questions. De toute façon, j'imagine que on va le voir. Je vais avoir une matification qui va se faire au niveau visuel. Je vais le voir quand le mais pas tellement sur l'imperméabilisation, mais en générique, parce qu'il nous manque l'accent quartz et après le nettoyage et après on voit en générique plusieurs exemples. Mais si tu veux voir quelque chose de plus proche de l'imperméabilisation, c'est le moment, on le voit maintenant. Donc je te disais, premier indicateur pour moi, je sais que c'est la matification. Je vais perdre de la brillance, donc ça voudra dire pour moi que je peux envoyer la deuxième couche. Ça là-dessus, pas de problème. Quand tu me parles d'humidification du support, est-ce que tu préconises une humidification du support à l'avancement avec un petit pulvérisateur, ou est-ce que tu me préconises la veille de venir détremper le bassin à fond, de le mouiller pendant 1 heure, j'en profite pour le nettoyer, et je le sèche, ou non, c'est pas besoin d'humidifier à mort, tu vois, à cœur le support. Non, c'est suffisant avec une hydratation superficielle, avec un pulvérisateur, c'est suffisant. En fait, ce que tu cherches quand tu pulvérises, c'est pour que le support, surtout parce qu'on pense à un béton qui peut être un peu plus poreux, qu'il absorbe pas l'eau de ton revenement, de ton imperméabilisation dans ce cas-là. Donc, c'est seulement humidifié de façon superficielle, ça sera suffisant pour ce cas-là. Ok, c'est noté. Voilà. Juste une dernière question concernant la chef 24 Impergrip, concernant les jonctions radier voile, où tu me disais, en l'occurrence, d'utiliser le MT2G. Exact. Est-il possible d'utiliser la trame et de venir noyer le HF24 dedans, ou est-ce qu'il faut systématiquement MT2G sur les jonctions et après HF24? Je peux pas switcher cette opération directement trame avec HF24? Ici, comme on fait la formation en français, on le fait en suivant le fascicule 74 et c'est premièrement le mortier technique avec la trame. Pour moi, il y a une logique au niveau technique très importante et c'est que quand tu noies la trame sur l'imperméabilisation, tu débilites l'imperméabilisation. L'idée, c'est que l'imperméabilisation, elle soit tout continue et en fait, comme c'est très fin d'épaisseur, la trame va faire que ça soit plus débile au niveau de l'arrachement. On suit le fascicule 74, ça va toujours mieux. Bien sûr, c'est pas une impossibilité, Nicolas. Si demain tu as besoin de noyer une trame sur l'HF24, tu peux le faire uniquement. Tu vas avoir besoin de laisser plus d'épaisseur sur l'HF24. Qu'en plus, c'est un matériel que comme c'est une imperméabilisation, il va prendre plus de temps à sécher. Donc, si tu laisses beaucoup d'épaisseur, ça va prendre, ça va lui coûter vraiment fort de faire la prise. Donc, c'est toujours mieux au niveau pratique. Mortier technique avec trame avant, imperméabilisation, tout continue après. D'accord. Parce que c'est vrai que notre façon de faire aujourd'hui actuellement, quand on est sur de la céramique, le jour où on nettoie le bassin, donc ponçage, nettoyage en natte, dès que c'est sec, le jour même, on colle les bandes, donc on traite toutes les jonctions angulaires, voile, radier, tous les angles, donc avec le système d'étanchéité et avec la trame, et le lendemain, on envoie les 2 passes d'étanchéité en continu. C'est parfait. Mais c'est parfait. C'est ce que je disais, en fait. C'est le souci que j'avais si tu noies la trame et tu laisses seulement comme ça. Tu affaiblis l'imperméabilisation. Si après tu es en train de faire une couche par-dessus, ça y est, il y a pas de problème. Après, l'autre justification de faire la trame avec le mortier de technique au lieu de le faire avec l'imperméabilisation, c'est que le mortier technique, c'est comme une mousse. C'est très gentil, c'est très facile d'utiliser et de coller la trame. Tant que l'imperméabilisation, c'est plutôt liquide, granuleux. Je vois. C'est plus difficile de coller la trame dessus, ça colle moins. Ça c'est au niveau de la pratique. Après, si c'est seulement un tout petit peu là, dans la jonction du voile et du radier, ça fait rien. Mais si tu as par exemple une escalier,
là, c'est beaucoup mieux de le faire avec le mortier technique, que c'est beaucoup plus commode, ça va coller facilement, etc. Oui, je comprends. C'est noté. Merci Fabrice. Parfait. C'est compris. On passe au suivant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai cassé? On passe au suivant et voilà, on va commencer sur l'axe 5 quarts. L'axe 5 quarts, en fait, c'est 4 litres. 4 litres par sac de 25 kilos. Tu peux toujours gratter un peu. Après, on va voir la truelle. Bon, on peut la voir maintenant si tu veux. Regarde la truelle. Je sais pas si vous avez cet outil-là. J'en ai 2, j'en ai 4 même, mais on les utilise pour la moquette de pierre. Je crois c'est des truelles métalliques en acier bleu. Oui. Oui. C'est correct. C'est correct. Alors, moi, je te montre une très spéciale pour moi. Ah non, tu voyais pas la caméra, non? Non, je voyais pas. Bon, ben, ça fait rien. Mais en tout cas, c'est celle de la photo. Mais celle que je montre à la caméra, c'est une très spéciale parce que c'est comme celle de la photo, mais elle est designée par nous. Je dis nous, mais c'est aussi moi. Donc, on l'a designée spécifiquement pour les revêtements de quartz, axe 5 quartz et des quartz. Et donc, elle est, comme tu vois sur la photo, elle est arrondie. C'est-à-dire, elle a les bords arrondis pour éviter les marques. Elle est métallique et elle est très flexible. Ça, tu peux pas le voir dans la photo, mais voilà, c'est la flexibilité si importante qu'elle a, parce que c'est ce qui va te permettre de de lisser ton enduit sans laisser des marques et sans bouger l'enduit, parce que si tu le fais avec quelque chose de trop rigide, tu vas laisser des marques et en plus tu vas le bouger, tu peux le décoller de son support. Donc tu as besoin de quelque chose qui soit flexible. En tout cas, ce que tu es en train de mentionner de la truelle que tu as là-bas chez toi, c'est probablement une truelle correcte. Tout simplement arrondie, un peu flexible et ça y est. Voilà, c'est le même design. En tout cas, c'est le même design, c'est le même format. Maintenant, bon, c'est acier bleu puisque ça laisse pas de marque justement sur la résine polyuréthane, c'est fait pour ça. Par contre, là, niveau de la flexibilité, je mets peut-être une réserve. Je sais pas, je regarderai. D'accord. Bon, ben, fais attention. Et sinon, cherche quelque chose qui soit flexible pour le lissage. Tu sais, pour le lissage qu'on va voir. Parce que là, ce qu'on va voir, on va voir dans une vidéo. C'est pour moi la meilleure façon de voir comment ça se fait. Et on va voir l'application et le nettoyage. Allez, on démarre. Et là, on parle un peu du support, etc. Là, il est en train de faire la couche, le DK60. Aujourd'hui, tu l'as pas parce que c'est bon, tu l'as, c'est l'HF24 FRJ. Donc, c'est exactement ce que tu ferais avec l'HF24. Aplicamos con rodillas de 25 kilos voilà, con 4 maintenant, litros tu y rentres medio. sur l'axe 5 quarts. Donc, comme nous, on va pas faire de formation pratique parce que tu es pas là et tu es au Tahiti, tu es assez loin. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que je fais avec les gars quand on est ici à Madrid avec les formations pratiques. Pour nous très important et peut-être pour vous aussi. Le seau propre. L'eau propre. À quelle température est l'eau? Ah, faut faire attention. Ici, on est pratiquement au mois d'août en Espagne. Tu peux te brûler avec l'eau qui vient du réseau. S'il est dans un tuyau en plastique dans le soleil, tu vois, c'est la folie. Alors tu dois laisser courir un peu l'eau pour que l'eau elle soit plus ou moins, ça soit frais, tu vois, ça soit pas trop chaud. Également les sacs, laisse pas les sacs au soleil. Bien sûr. La température en général de l'eau et du mortier, très important pour faire ton enduit et que tout soit très propre. Qu'est-ce qui m'est arrivé à moi dans les ouvrages, dans les bassins? Parce que ça m'est arrivé, je suis habitué. Alors moi, je suis en bas, je suis en train de montrer aux gens comment ça se fait. Voilà, tu étales la 5 quarts. Ah, très parfait. On fait le premier saut, on fait le second saut. Le troisième saut de matériel, il arrive, il est très dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien d'eau tu as utilisé? Non, j'ai utilisé l'eau que tu m'as dit, Fabrice. C'était le 4 litres exact. Et pile poil, 4 litres. Tu vas voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou tu es en train de nettoyer tes outils. Ici, c'est la même eau que tu es en train d'utiliser pour faire l'eau propre. Si tu nettoies les outils dans l'eau que tu vas utiliser pour faire ton malaxage, cette eau-là, qu'elle va être blanchâtre, elle est tout plein d'additifs, tout plein de ciment qui est déjà cristallisé, et donc ça va durcir ce que tu es en train de faire. Donc, eau propre, température de l'eau et du mortier. Ça, je le disais pour la vidéo que je suis en train d'enregistrer. C'était pas pour toi, Nicolas, mais bon,
Tu le prends aussi si tu veux. Alors là, on fait les 4 litres, toujours mesurer l'eau que tu utilises. J'ai vu quelquefois des gens qui prennent du tuyau de l'eau et directement, comment tu es en train de mesurer? Non, plus ou moins, non, parce que ça doit être tout le temps pareil. Si tu fais le White Sun, qu'il est blanc, et tu prends un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, bon, peut-être ça va se voir pareil, mais si tu prends un noir, qui est une couleur très forte, très foncée, si tu fais avec 5 litres, ça va se voir plus clair que si tu le fais avec 4 litres. Donc, utilise toujours la même quantité d'eau. Comme ça, tu t'assures de que ton revêtement, il aura toujours la même couleur et la même maniabilité. Tu vois qu'on arrose. C'est une habitude un peu pour faire les revêtements entiers, d'arroser le revêtement. Et là, ce qu'il est en train de faire, notre ami Daniel, il est en train de faire ce qu'on appelle un scratch. En France, appelé aussi comme gobetti. C'est un gobetti, c'est un scratch, et appelez-le comme vous voulez. Là, ce qu'on cherche, c'est de faire une couche fine par-dessus. Pourquoi? Parce qu'on doit arriver au total, à 1 centimètre d'épaisseur totale. Donc, le faire tout du coup 1 centimètre, le problème que tu vas avoir, c'est des problèmes d'adhérence, tu vas pas pouvoir te coller correctement, et en plus, ça va tomber parce que 1 centimètre d'épaisseur du coup, ça peut être un peu fort, surtout si tu as dosé avec un peu plus d'eau peut-être, parce qu'il faisait chaud, je sais pas. Donc, ça peut être gênant. Alors, toujours, pour assurer un bon accrochage, tu fais ce gobetti, et tu vas fermer jusqu'à 1 centimètre et tu vas le faire frais sur frais. C'est-à-dire, tu attends, normalement, environ 10 minutes, 15 minutes. Et normalement, tu touches superficiellement. Daniel, maintenant, il va le faire, il va nous montrer. Tu touches superficiellement et tu vois que ça commençait à sécher. Et comme tu as dit, toi, Nicolas, ça se matifiait. Tu as dit matifier? Ça matifie. Ça se matifie. C'est bien, ça, j'avais jamais écouté. Bon. Ça se matifie, donc ça y est, tu peux terminer de combler ta couche jusqu'à le centimètre d'épaisseur. En fait, ici, l'importance du scratch, c'est avancer, aller vite, parce que c'est une piscine que ça fait, je sais pas, 90 mètres carrés, tu peux pas t'entretenir sur des choses qui vont pas se voir. Le scratch, c'est pour aller vite. Après, quand tu fais ton centimètre ou fais ton lissage, c'est là où tu fais ton détail, c'est là où tu prends un peu plus de temps pour que ça soit joli, pas sur le scratch. Sur le scratch, il faut aller vite, il faut finir, il faut continuer. Dans le cas que tu le fasses avec un système de projection, normalement, c'est pas nécessaire, parce que le système de projection, il jette le produit de façon qu'il assure une adhérence et un collage très bon. Donc normalement, quand tu le fais par projection, tu fais directement le centimètre d'épaisseur. Et si tu le fais à la main, tout le temps, toujours, il faut faire ce petit gobetti pour assurer que c'est bien collé. Là, tu vois sur la vidéo que mon ami Daniel, il a fait aussi le gobetti ou le scratch sur le sol, mais nous, on va montrer à le faire. Je vais montrer à le faire sur d'autres vidéos. Tout du coup, c'est-à-dire le sol, tu le fais directement le centimètre. Uniquement, tu prends une attention spéciale pour assurer que tu es bien collé, que tu n'as pas laissé de bulles d'air ou de la poussière, ou etc. Mais tu le fais tout d'un coup pour continuer à avancer jusqu'à l'arrière avant de terminer avec ton de lisser ton sol. Tu pourrais le faire avec un scratch si c'est tout simplement une escalier ou un morceau petit, tu pourrais faire un scratch si ça va être plus commode. Là, vous voyez, Daniel, il est en train de lisser. Je vois que la première partie, elle est déjà plus ou moins. Là, j'ai dit environ 15 minutes, c'est suffisant. Et alors là, il revient par l'arrière, et il tombe jusqu'à avoir le centimètre d'épaisseur totale. Vous vous avez rendu compte de ce qu'il est en train d'utiliser ici? Imaginons qu'on va faire une piscine de 1200 mètres carrés. Je peux pas la faire dans une seule journée, c'est trop. Alors, je vais laisser ce qu'on appelle une jointe de travail, au moins, ici on l'appelle jointe de travail ou bien jointe froide. Après, chacun peut l'appeler comme il veut. L'important, c'est que tu vas recommencer demain sur ce même point. Donc là, ce qu'on a laissé, c'est une baguette en plastique pour laisser la marque droite
Parce que toujours la jointe de travail, même si tu vas arrêter 1 heure, tu dois la laisser droite, parfaitement jolie. Parce que à partir de plus ou moins 30 minutes, tu vas voir la marque. Même si tu le fais dans le même jour. Si tu as arrêté manger, tu arrêtes droit. Toujours que tu arrêtes pour aller manger, pour aller prendre un verre d'eau, que ce soit, tu laisses droit. S'il pleut ou tu dois stopper le travaux, droit, joli. Si tu laisses une forme libre, demain tu vas voir un trait qui va se voir pas joli, et donc après c'est à toi à te gabarer avec ton client pour lui expliquer pourquoi il y a un trait dans sa piscine avec un revêtement continu. D'accord? Et également, il faut faire attention au soleil, vent, pluie, habitude des ciments. Pour nous, l'indication ici, par exemple, à l'Espagne ou même à la France, c'est si tu travailles dans l'extérieur, toujours protégé du soleil. Toujours. Je sais pas, par exemple, au Tahiti, mais c'est une indication, écoute, ça coûte très peu de se protéger du soleil. C'est une bâche, une piscine de 90 mètres carrés, c'est possible, c'est pas la fin du monde. Tes travailleurs, ils vont travailler beaucoup plus commode et tu vas avoir beaucoup plus de temps avec ton mortier pour le dresser, pour le faire joli. Donc, toujours se protéger du soleil, c'est une bonne idée. Alors là, je viens de t'envoyer sur WhatsApp le type de couverture que l'on met là sur la dernière réalisation qu'on vient de faire. Je viens de te l'envoyer sur le groupe. Et tu verras, on couvre systématiquement. Oh, ça c'est parfait, ça c'est joli, hein. Ça c'est un système lourd, hein. Ouais, mais ça on met à peu près la piscine, le bac tampon et tout ça, elle fait 90 mètres carrés, ça nous a pris 3-4 heures pour pouvoir la couvrir, mais bon. Magnifique, parce que là en plus ça peut te protéger même d'une pluie légère. C'est ça. Et puis non, mais même on met une bâche côté et on travaille tous les jours, donc en cours. Parfait. Là, tu vois, ce qu'il a fait, c'est il a creusé la pointe de la truelle pour s'assurer qu'il a le centimètre d'épaisseur totale. Bon, c'est tout simplement une façon de faire. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est, fur et à mesure que le ciment il fait sa prise, il est en train de le dresser et de le lisser. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que au début, quand le mortier il est encore frais, tu peux pas le dresser, tu peux pas le lisser de façon que ça soit parfait, tu vois, parce que il est encore trop frais, il est encore trop liquide. Donc tu dois le faire légèrement, petit à petit, fur et à mesure où tu avances, pour pouvoir laisser un revêtement lisse. Alors il a fait ce premier dressage, lissage. Là, il a fini le sol parce qu'il avait fait le scratch et il revient, regarde, comme c'est un petit peu moelleux. Voilà, ça commence à être un peu plus dur. La prise a déjà commencé et maintenant, il fait le lissage final. Très important, dans l'intérieur de l'eau, jamais passer l'éponge au revêtement, c'est toujours lisse. Avec la truelle, c'est pour ça qu'on a besoin d'une truelle qui soit flexible. C'est pour ce lissage et on voit comme au début c'était granuleux. Et maintenant, fin de lissage, c'est comme un brillant, lisse, joli, tu vois pas de petits trous. Alors, tu peux utiliser de l'eau superficiellement. Pourquoi tu peux utiliser de l'eau superficiellement pour faire ton lissage? Pourquoi? Parce que ça va affecter à ta couleur, ça va faire des nuances. Mais nous, demain, on va nettoyer avec un acide et on va enlever toute la laitance. Donc, ça ne nous importe pas. Si superficiellement, ça va se voir avec des nuances, parce qu'on va enlever, on va arracher, on va décaper cette laitance. D'accord? Donc, on peut utiliser légèrement un tout petit peu d'eau pour nous aider à faire ce lissage. Et là, ce qu'on a vu sur le sol, c'est qu'il est en train d'utiliser des tableaux en bois avec des pointes pour pouvoir marcher sur le sol. Pourquoi? Parce que même si le sol, tu jettes le mortier d'un seul coup du fond vers le haut, et voilà, tu dois lisser. Comment tu fais pour lisser le sol? Tu dois marcher par-dessus. La meilleure façon de le faire, c'est avec ces tables en bois. Si tu essayes avec des chaussures avec des pointes, tu peux essayer. Je te dis que ça va pas fonctionner, sauf si au maximum, c'est-à-dire tu es très habitué, tu es un expert très habitué à faire des piscines, et tes souliers, ils ont 4 clous maximum.
Si tu utilises des souliers avec plus de 4 clous, ou bien tu n'es pas accoutumé à le faire, tu vas laisser un gruyère dans le sol. Et puis après, ça va être vraiment difficile de fermer ce gruyère. Une chose qu'il faut faire attention pendant le lissage, c'est que quand tu bouges ta table en bois, bien sûr, tu vas avoir ces petits trous qui a laissé le clou ou la vis, comment ça s'appelle. Il faut pas utiliser de l'eau maintenant pour lisser, parce que si tu utilises de l'eau, ce que tu fais, c'est combler ce trou avec de la laitance, de l'eau. Premièrement, tu vas laisser visuel de cette petite laitance, et puis après, ça peut toujours laisser un trou si ça s'abîme. Donc, ce que tu fais, c'est reboucher tout autour, sans ajouter de l'eau, pour remettre l'enduit à sa place. Et là, c'est ce qu'on voyait, que faisait Daniel, tu vois, qui remet, et puis, il fait son lissage une fois, il a remis le matériel en s'assurant, il n'a pas laissé les trous, et il finit. Et là, ce qu'on a, c'est un autre exemple, et c'est un exemple d'une jointe de travail où j'ai pas laissé avec une baguette en plastique. Mais ce que j'ai fait, c'est tout simplement avec même ma truelle, une règle, j'ai coupé comment? Droit, propre, c'est la façon. Par exemple, je vais arrêter manger, je vais arrêter faire n'importe quoi, je coupe droit et je continue mon work après, que ça soit droit, de façon que même si ça soit léger, mais ça sera droit, ça va pas se voir laid. On laisse toujours. El día siguiente a la aplicación, podemos limpiar con decapante de Sactigel. L'application, vraiment, on a fini l'application d'Ax5Quartz. Donc, on peut la résumer, comme tu as vu, sur le scratch. Premièrement, c'est une couche fine, frais sur frais, qu'on fait tout simplement pour arriver au centimètre. On comble, c'est la deuxième partie, on comble jusqu'à arriver au centimètre d'épaisseur. Et la partie plus visuelle, le lissage. Et finalement, on a la troisième, le lissage, pour laisser la piscine bien jolie, homogène et finie. Voilà. Il y a des questions là-dessus, même si après on va voir quelques vidéos d'exemple. Oh, tout ça, je l'ai vachement lu dans les fiches techniques, je l'ai vachement documenté sur YouTube, et puis, comme je te le disais, j'avais déjà bossé avec des mecs qui shootaient du. Parfait. Donc, c'est pareil. Et puis, on est habitué au sein de la société à travailler les revêtements continus, qu'ils soient pressés, qu'ils soient spatulés, c'est maîtrisé. Parfait. Après, toujours, c'est la première fois que tu le fais avec un enduit d'une marque précise, c'est toujours voir un peu comment ça fonctionne, et puis après, ça y est, ça vient tout seul. O ácido clorhídrico para exponer los cuarzos de colores. Là, on est au jour suivant, donc, de l'Ax5Quartz, et on va nettoyer pour remplir la piscine, on va nettoyer. Et là, tu peux voir ce que j'avais dit des nuances dans l'utilisation de l'eau pendant le lissage. Bien sûr, tu as des nuances, mais maintenant, on va les enlever, les nuances. Donc, ce qui est important, c'est ne pas laisser de traces de truelle, que ça soit lisse, que ça soit homogène. C'est la partie importante. Aussi, pendant l'application, après, il y a des détails, mais c'est vrai que c'est plus difficile de les voir sur les vidéos, c'est d'essayer d'éviter les bulles. Si tu retouches de trop un enduit qui est encore trop frais, tu peux provoquer des petites bulles d'air. Donc, si tu es en train de travailler, pour que ce soit, tu as utilisé trop d'eau, ou il fait trop froid, ça n'a pas encore pris, et tu as des bulles d'air, ce que tu dois faire, c'est arrêter. C'est encore frais. Fais autre chose. Il y a plus de choses à faire dans un ouvrage. Il y a beaucoup de choses à faire dans le revêtement. Retouche des détails autour des skinners, que ce soit. Tu reviens un petit peu après, une fois que ça a pris, pour finir ton lissage, une fois que ça soit plus dur, et tu vas voir que tu auras plus de bulles, tu vas pas faire de bulles. D'accord? Donc ces bulles-là, si je t'entends, c'est lié, en fait, au produit qui n'est pas complètement sec. C'est pas un échange gazeux. C'est vraiment le produit qui sera sec. En fait, dans le cas du sol, oui, tu peux avoir un échange gazeux, mais dans ce que tu vas avoir dans la pratique, normalement, c'est parce que tu as bougé le matériel, et donc tu l'as décollé quand il était encore frais, il était encore en état de prise. Il y a des fois que ça peut être, évidemment, de l'air qui est en train de sortir, dans le cas, par exemple, plus habituel du sol. Quand tu fais le sol, tu dois bien arroser le sol. Parce que sinon, tu laisses de l'air. Alors, quand le sol, ton support, il absorbe l'eau de ton revêtement, ce qui rentre à la place, c'est de l'air, bien sûr, et donc tu auras des bulles. Normalement, c'est des bulles qu'elles sont plus grandes,
et que tu fais rien, tu laisses le mortier, là tu fais rien du tout et tu as la bulle. Non, celle-là que je montre ou que je veux expliquer dans les murs, c'est quelque chose de plus habituel que je me trouve surtout dans des endroits froids, parce que tu bouges qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu veux que ton mortier soit lisse, parfait, dès la première minute. Non. Patience. Le mortier, le ciment, il doit faire sa prise. S'il a fait pas sa prise, tu peux pas le lisser, tu vas faire des bulles, tu vas faire le con, tu vas perdre le temps. Alors, ce que tu dois faire, c'est patienter. Alors, moi, ce que je recommande à la pratique, quand on fait les formations pratiques, c'est retouche les bords, le périmètre, la jointe de travail. Il y a toujours des choses à retoucher que tu as pas besoin de que le ciment, il est pris ou pas. Tu peux le faire déjà. Alors, retouche ces détails. Pars sur ces détails. Laisse le mur qui fait sa prise. Une fois qu'il a fait sa prise, tu vas voir que tu lisses et c'est nickel. Tu fais pas de bulles, c'est commode. L'importance pour là, c'est la patience. Bien sûr, pour ce que tu dis au niveau du sol, nettoyage, bien nettoyer, bien arroser le sol pour assurer de ne pas avoir des bulles d'air qui sortent du support. Ça, c'est dans le cas plus habituel du sol, du radier. Tu vas appeler radier. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Au jour suivant, on voit que c'est plus blanc, la laitance elle est blanchâtre, et là ce qu'on va faire c'est le nettoyer avec le décapant Désactigel. Ce qu'on fait c'est remouer très bien le décapant, on le jette jamais directement sur le revêtement, on utilise un seau intermédiaire, c'est le seau noir qu'on voit ici, on va ajouter le Désactigel bien mélangé là-dessus, et maintenant on commence toujours par le radier, le sol. On mouille le pinceau, ou normalement quand on fait un sol qui est plus ou moins grand, ce qu'on utilise c'est un balai, on va le voir sur les vidéos. Donc tu prends ton balai, tu trempes dans ton Désactigel, tu mouilles et tu fais premièrement le sol. Tu vas te souvenir de faire premièrement le sol et pas les murs. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi ça m'est arrivé le jour d'avant de dire aux professionnels, le sol, après les murs, premier le sol, après les murs, oui. J'arrive au jour suivant, ils étaient en train de faire les murs. Bon. Non, parce que sinon, si tu fais les murs en premier, tu vas charger ton sol de laitance et après ton Désactigel pour le faire fonctionner, ça va être plus compliqué sur le sol après. Si tu fais les murs avant, bien sûr, ce que tu auras, c'est que toutes les gouttes du Désactigel, ils vont tomber sur le sol. Et alors, il peut te laisser aussi des marques. Parce que une fois que le décapant, il laisse des marques. Donc, une fois que tu as fait le sol, comme tu as déjà nettoyé à la laitance, l'acide qui peut toujours tomber du mur, il va tomber sur quelque chose qui est déjà propre. Il peut laisser des marques, oui, mais beaucoup moins. C'est pour ça qu'on recommande, premièrement, le sol, et puis après, tu continues au mur. Comme si tu es en train de remplir la piscine, également pareil, comme si tu l'as rempli avec l'eau. La première chose qui se remplit, c'est le sol, le radier. Et quel endroit du radier? La partie plus profonde, comme le ferait l'eau. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, c'est exactement pareil. Si tu commences par le début, toute la laitance, tout le Désactigel, il va s'enfuir vers le fond. Il peut te laisser des traces. Quelque chose de très important aussi que je me suis retrouvé pas habituellement, mais il y a du temps que je le vois pas, mais quelquefois, il y avait des clients qui avaient fini la piscine, et ils me disaient, quelque chose est arrivé au matériel parce il y a des traces qui sont apparues. Comment ça a apparu? C'est un mortier de ciment, hein, il y a des traces, ça apparaît pas comme ça, n'importe comment. Alors, ces traces, elles sont dans le radier, dans le sol, et c'est des cercles d'environ 20 cm, 30 cm, 30 cm. Ouais, plus ou moins 30 cm. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Des cercles. C'est le seau. C'est le seau. C'est le seau. Alors, ne laisse pas le seau tremper en acide sur le revêtement parce que ça va te laisser la trace du seau, d'accord? Il y a une autre chose aussi que ça m'est arrivé. Moi, j'étais dans un ouvrage, j'étais en train de faire une vidéo, j'expliquais aux gens comment ça se faisait. À un moment donné, je tourne comme ça la tête, je dis ouais, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il y avait quelqu'un qui avait laissé un balai trempé en acide sur le sol. Combien de temps il était là, je sais pas, mais il avait laissé la marque. Alors maintenant, tu dois frotter, tu dois nettoyer, ça fait rien, mais écoute, il faut faire attention, sinon après tu nettoies fort et tu enlèves la trace que tu as laissée, mais éviter de laisser des choses traîner sur terre, trempées en acide, parce que finalement le décapant, le Désactigel, c'est un acide très fort, il faut faire attention. Également, j'ai pas mentionné, c'est mis sur la boîte, des gants
des lunettes, il faut se protéger, c'est un acide, il faut faire attention. Alors il faut prendre des précautions pour l'utilisation de cet acide. Alors on frotte, et puis une fois qu'on a laissé faire l'effet, on a frotté, on a nettoyé la latence, on arrose et on nettoie très bien. Alors il faut très bien nettoyer, parce que quelquefois on va voir que quand on nettoie avec le désactigel, on va laisser une fine couche, un film très light, mais c'est un film que tu vois que c'est glissant, voilà, c'est encore de la saleté qui est là, de l'étance. Alors il faut très bien arroser et frotter. Ce jour-là, le jour du nettoyage, il faut avec le balai, il faut frotter. Il n'y a pas d'option. Je recommande pas le nettoyage avec l'oppression. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à contrôler et il faut penser que le revêtement, il a moins d'1 jour de vieux. C'est-à-dire, il a moins d'1 jour de vieillissement. Donc, si tu joues avec de l'oppression qui est très fort, tu pourrais abîmer ton revêtement, laisser des marques de la Karcher, de l'oppression, ou bien même le faire tomber. Donc, c'est toujours mieux, plus sûr de le faire avec le décapant et tout simplement avec le balai. Tu contrôleras beaucoup mieux ce que tu fais. Alors, il a fait le sol, après il a fait les murs. Là, tu peux voir comme le décapant, comme il est acide, quand il touche la couche de ciment, il le brûle, il fait des petites bulles et il le brûle chimiquement, cet acide, il réactionne avec cet acide. Alors, on nettoie, on se centre là. Alors moi, là, j'ai un autre aussi très intéressant. Laissez-moi voir si je l'ai là. Là, j'ai un exemple qui va se voir seulement dans la caméra, mais c'est, je ne sais pas si tu l'as toi, Nicolas, c'est comment ça s'appelle ça? C'est comme un papier vert. Je ne sais pas comment ça s'appelle là en français. Ouais. C'est comme un papier vert. C'est des petits. Mais c'est des pâtes diamantées, Voilà, c'est des pâtes diamantées. Donc avec ça, ce que tu vas faire, c'est très important de les avoir à la main. Pourquoi? Parce que après, c'est un enduit que tu fais à la main, donc tu as toujours des petits morceaux, surtout là, ce que tu vois dans le bord de l'escalier, dans des petits coins, il y a toujours des petites traces de laitance. La piscine, avant de remplir, elle doit être homogène, propre, homogène, moins nettoyée, plus nettoyée, ça m'en fout, homogène. Je veux pas de marque. Parce que sinon, tout ton effort, tout ce que tu as fait, le client, il va dire, ah, il est pas joli. Non, il faut l'avoir bien propre, bien nettoyé avant de remplir. D'accord? Si tu es pas sûr, tu m'envoies une photo. Fabrice, comment ça a l'air d'être? C'est bien, je peux remplir? Oui, vas-y. Bon, après, avec l'expertise, tu le fais, mais assure-toi que c'est bien propre. Alors, les pads diamantés que tu as appelés, c'est très bien pour, celui-là, c'est le coupole, c'est celui que je recommande de designer par nous pour l'accent quartz. Et avec ça, tu enlèves les traits de l'étance, mais comme il est diamanté, tu peux aussi affecter au quartz. Donc, tu vas pouvoir nettoyer aussi les petites traces de truelles et les choses comme ça. Surtout très important dans les escaliers. Et pour ce que tu cherches, c'est l'homogénéité. Souviens-toi, quand tu nettoies, c'est l'homogénéité ce que tu cherches. Alors là, avec le petit balai, on enlève la baguette. Il y a quelque chose d'important, c'est que normalement, dans une piscine, toi Nicolas, tu vas faire white sand. C'est une couleur très commode de nettoyer. C'est très facile. Les plus difficiles à nettoyer, ce sont les couleurs très foncées, noir, bleu. Pourquoi? Parce que là, tu dois nettoyer vraiment beaucoup, parce que sinon, tu vois n'importe quelle petite trace de laitance et ça se voit très moche. Donc, tu dois bien nettoyer. Celui qui est blanc, comme white sand et tout ça, bon, ben ça, c'est plus simple à nettoyer. Également, tu vas nettoyer normalement 2 fois. Tu vas passer au moins 2 fois. Sol, mur, et tu reviens, sol, mur. Mais quand tu dis nettoyer 2 fois, c'est 2 fois le désactive-gel? Oui, normalement, une piscine 90 mètres carrés comme celle que tu vas faire, tu fais sol, mur, et puis après tu reviens, tu fais sol, mur. Parce que c'est la façon de t'assurer que c'est bien propre, c'est bien nickel, tu vois. Parce que la deuxième fois, c'est un nettoyage plutôt générique, parce que c'est déjà propre, mais tu te centres si tu regardes plus le détail, s'il y avait une petite marque ici. Bon, l'idée, c'est toujours la même, c'est que ça soit nickel. Parce que le client, ce qu'il va voir, c'est sa piscine finie. Donc, ça doit être nickel. Donc, même si ça coûte de le faire 2 fois, le désactigel est calculé maintenant à 75 mètres carrés par garafe bidon de 25 kilos. Donc, normalement, c'est suffisant. Si jamais tu fais une couleur très foncée, noire ou gris,
Tu peux prendre un peu plus de désactigel si tu veux, une carafe de désactigel, tout simplement pour t'assurer que tu as suffisant pour bien nettoyer, parce que comme je dis, les couleurs très foncées sont un peu plus difficiles à nettoyer. Ben c'est normal, c'est comme ça, c'est plus foncé, c'est plus difficile à tout. Tu dois faire plus attention à l'eau, tu dois faire plus attention aux températures, tu dois faire plus attention au nettoyage. Plus c'est foncé, plus c'est difficile à appliquer, plus c'est blanc, plus c'est simple. Voilà. Donc, dans votre cas, ça va être assez simple, j'avoue, je crois, et surtout, je crois que c'est là, on voit du quotidien du soir, et là, on voit exactement tout comment c'est propre et nettoyé, voilà. On sait que c'est fini, on sait que c'est homogène, et ça nous sert. Et avec ça, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous manque à faire? Super important. Vas-y, Nicolas. Question d'examen. Ça a coupé, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que c'est super important pour la piscine? Remplir, Il faut remplir, exactement. 20 sur 20, Nicolas. Parfait. Alors? Avant d'avoir, bien sûr, placé les pièces à sceller, hein. Ah ouais, oui. Il est venu, Sébastien. Il était là, il était caché. Merci de ton intervention. Non, j'ai oublié un truc, le désactive-gel. Je l'applique, je broche, je rince, pas de temps de pause, hein. Normalement, oui, tu laisses un tout petit peu, mais l'effet vraiment, il se fait pendant que tu fais avec ton balai. C'est-à-dire, tu dois continuer à brosser, sinon ça va pas faire beaucoup d'effet. Et ce que tu dois éviter, c'est qu'avec le soleil, ça se sèche. Donc, si ça se sèche, ça va pas faire d'effet, ça va faire l'effet contraire. Donc, normalement, tu attends juste le temps que tu frottes, tu nettoies. Une fois que tu as fini de frotter, nettoyer, tu commences à avancer, tu rinces et tu nettoies bien les restes de poussière et des désactigel. Mais j'ai pas un temps exact de dire laisse 2, 3, 5 minutes. Non. S'il fait trop chaud, tu devras arroser avant parce que ça va s'évaporer l'acide avec le soleil, avec le temps chaud. Par expérience, je brosse avec un balai Canton coloré. Est-ce que je vais pas avoir une décoloration des poils du balai sur ça m'est jamais arrivé avec aucun balai vraiment. J'en ai utilisé des poils noirs, des poils noirs, oui, des poils rouges, des poils jaunes, et ça m'est jamais arrivé d'avoir une décoloration parce que les fibres du balai, en fait, c'est normalement des fibres plastiques et donc elles supportent l'acide sans aucun problème. Donc ça devrait uniquement ce que tu peux avoir, c'est naturel, c'est que le balai il se casse. Je veux dire, c'est-à-dire les poils elles tombent. D'accord. Bon, pas de souci. Ça arrive. Hein. Le balai avec l'acide, bon, finalement, il va se endommager, mais bon, c'est un balai, hein, c'est pas la fin du monde. Non. Ce qu'on est en train de faire, c'est le remplissage. On a fini de nettoyer et on commence à faire le remplissage. Il faut faire attention de pas laisser tomber l'eau directement tout le temps sur le même point parce que ça peut nettoyer, laver cet endroit et puis après on peut voir cette marque plus nettoyée, plus propre, avec moins de laitance. Donc la façon correcte c'est de jeter l'eau de façon que ça soit pas agressif. Vous pensez, il a un jour de revêtement, donc il faut que ça soit pas agressif. Le nettoyage continue. Si tu t'arrêtes à un morceau, tu peux toujours laisser une marque. Après, tu devras frotter pour bien nettoyer cette marque. Donc, ça doit être continu jusqu'en haut. Une chose, maximum 3 à 5 jours pour remplir avec l'eau. Alors là, ce qu'on disait, c'est que on a la chance avec Accent Quartz que tu peux faire la piscine et au jour suivant, tu la remplis. C'est merveilleux. Et qu'est-ce qui se passe si je la remplis pas? Il y a une décification, fissuration. Exactement. Ça c'est dans les pires des cas. Aussi, ça dépend de la chaleur, ça dépend surtout c'est le début, ce qu'importe. Après, si toutes les couches d'arrière sont correctes, si tout le système est correct et tu as une fissuration, normalement ça commence. La fissuration commence par une fissuration qu'on appelle des fissures fermées. Ces fissures fermées, tu les vois seulement quand tu arroses. C'est-à-dire quand tu mouilles, tu vois le faïençage, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça fait rien parce que ça va être mouillé, donc il n'y a pas de problème. Ça se voit uniquement quand ça passe de mouillé à sèche et de sèche à mouillé. Si ça continue et encore ça se dessèche encore plus, ces fissures que tu voyais comme fermées uniquement quand tu arrosais,
elles vont être ouvertes. C'est-à-dire que tu vas les voir, même si c'est pas humide sèche. Tu vas commencer à voir ces fissures-là. Bon, écoute, il faut remplir. En tout cas, même si la fissure elle est ouverte, si c'est encore frais, si elle est encore dans les premiers jours, quand tu remplis la piscine, comme le mortier il est encore en train de finir sa prise, cette fissure, qu'elle est encore très fine, elle se remplit précisément avec l'hydroxyde de calcium que tu as dans les restes du ciment. C'est pour ça que toujours le mortier de ciment, il doit toujours avoir un tout petit peu de résidu de hydroxyde de calcium qui se fait pendant la prise. Pourquoi? Parce que quand tu remplis d'eau, même si la fissure elle est ouverte, l'hydroxyde de calcium, il va s'incruster dans l'intérieur, il va remplir cette micro-fissure et donc il va la fermer. Donc c'est comme si c'est une autoréparation. Voilà. C'est quelque chose qu'il y a des gens, ils me croyaient pas, ils avaient pris un peu plus de temps pour remplir la piscine, ils disaient "Oh, ça s'est fissuré." Et je dis "Nettoie bien, mouille bien et ça va disparaître." Non, ça c'est impossible. Fais-le, vas-y, essaye. Alors si il y a déjà 2 semaines qui se sont écoulées, ben non. Là non, parce que là ça a déjà pris et c'est déjà dur. Ça va être très difficile à se remplir maintenant s'il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Mais si tu es encore dans les premiers jours, au moment où tu remplis avec l'eau, l'hydroxyde de calcium qui se génère pendant la prise remplit cette micro-fissure. En tout cas, l'idéal, c'est de remplir au jour suivant, maximum, comme on dit ici, de 3 à 5 jours. Une autre chose, il y a 2 choses plus à voir, c'est le bilan hydrique selon les paramètres usuels de la piscine, c'est-à-dire, fais attention, utilise une eau de réseau, une eau qui soit propre, une eau correcte. Si tu utilises une eau de puits, par exemple, tu peux laisser de toute l'ordure qui vient de l'eau, ça peut traîner dedans la piscine et puis après ça va te coûter plus de la nettoyer. Mais en principe, il faut le faire, surtout le premier remplissage et le plus important, de le faire avec de l'eau propre. Et ici on indique un brossage quotidien pendant 1 semaine. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu faire très peu de fois. J'allais dire seulement une, mais bon, très peu de fois. Et qui est très important. Pourquoi? L'enduit de ciment, il est encore très fait, il vient d'être fait. Alors les premiers jours, il va encore avoir des restes de poussière de ciment qui vont encore, ils sont là dans l'enduit. Donc si tu brosses tous les jours, tu passes un peu la brosse, tu vas voir qu'il y a un tout petit peu de poussière qui se rend tous les jours un peu jusqu'à le 7e jour et là tu as plus de poussière, tu as rien du tout. Si tu fais ce brossage, passer un peu la brosse chaque jour, c'est pas la fin du monde, c'est pas quelque chose de fou à faire. Et l'aspect visuel de la piscine, elle va améliorer formidablement. Parce que tu vas laisser, même si tu avais des petites traces d'homogénéité, des nuances et tout ça, ce brossage, la première semaine, elle va faire que ça soit vraiment très joli. Donc une recommandation, toujours à faire, si possible, brossage quotidien pendant 1 semaine. Les filtres qui sont en cartouche, je ne sais pas quel type de filtrage vous utilisez là-bas, Nicolas. C'est des cartouches ou c'est du sable? Sable, 80% de ça, il y a 50%, tu vas avoir sur la filtration 40% allez, 45% de chlore, 45% de sel. D'accord. J'exagère peut-être un peu, bon, là-dedans, un petit peu de brome, et après, sinon, c'est filtration, essentiellement sable, et peut-être 20% de filtre à cartouche. Parfait. D'accord. Non, c'est intéressant. Moi, filtrer à cartouche, ça me plaît assez. Uniquement comme ça attrape toutes les particules très fines, ce qui est très bon. Mais aussi, tu dois le nettoyer plus habituellement, surtout au début, que tu as encore de la poussière. Et regarde, là, tu peux voir un peu le revêtement, comme tu vois qu'il n'est pas complètement plat, il n'est pas complètement lisse. C'est un enduit qui est fait à la main, donc il a toujours un peu d'onctuosité. Cette onctuosité, elle donne un effet très joli à la piscine. Attention, je dis pas de les forcer, je veux pas les forcer. Elles sont naturelles. Tu fais pas à propos, tu fais pas le con à propos pour que ça soit n'importe comment. Tout simplement, c'est fait à la main. Ces petites ondulations, elles vont faire joli après, mais ne les force pas. D'accord? Tout simplement, laisse celles qui arrivent pendant l'utilisation, rien que ça. Nous, ce qui est avancé auprès de notre clientèle, c'est que ce sont des process qui sont artisanaux et que cet effet un petit peu bosselé ou qui est lié au process artisanal, c'est ce qui donne le caractère et qui va donner un certain mouvement au piscine. C'est comme ça que c'est avancé. Oui, et en plus, ça fait un effet très joli sur les reflets du soleil dans l'eau. Moi, en fait, j'ai vu des piscines à 5 quarts elles étaient faites complètement à plat. Pourquoi? Je sais pas.
elles étaient faites à plat et ça perd beaucoup à mon avis. Ça perd beaucoup de reflets du soleil. Ça donne un effet plus artificiel, plus liner. C'est joli, bien sûr, c'est joli, c'est du quartz, c'est minéral, mais c'est plus joli quand il y a une légère onctuosité de la main. Ça donne des éclats plus jolis à mon avis. Au moins, c'est ce que le client en général il cherche, et j'avoue que c'est très bien. Tu as aussi, je crois que je l'ai expliqué un peu plus en avant, en arrière, en avant. Mais en tout cas, tu l'as sur la fiche technique, c'est l'importance de quand on va ajouter le chlore, quand on va ajouter le sel. Le sel sur un ciment frais, il peut encore faire des dégâts. Bon, c'est pas recommandé. Au moins, c'est un niveau plus ou moins standard ce qu'on fait de recommandation. Donc, ce qu'on dit, c'est ajouter le chlore à partir du 3e jour, le sel à partir du 7e. Donc, comme ça, on s'assure que le ciment, il a déjà pris suffisamment avant d'ajouter le sel. Et toujours quand tu utilises un produit chimique, le sel, c'est un produit chimique, le chlore, c'est un produit chimique, etc. Fais-le conformément aux indications que tu as dans ton produit chimique. Normalement, c'est mélanger avec un seau d'eau avant d'utiliser sur la piscine. Donc, il faut utiliser un peu tout ça pour assurer de pas laisser des marques. Après, si tu as laissé une marque, tu peux toujours nettoyer. Nettoyer, c'est toujours possible. Mais c'est plus facile de pas salir. Oui. D'accord? Je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est quelque chose que me dit ma mère. Bon, là, je vous montre les produits chimiques. Et jamais lancer un galet de chlore au fond de la piscine, des trucs comme ça. Exactement. Là, par exemple, on a un exemple de ce qu'il faut pas faire. Bon, ça, c'est la vidéo qu'il a sur YouTube. C'est ce qui se fait 98% sur Tahiti, tout le monde fait ça. Voilà. Tu as l'exemple. Nous-mêmes, on l'a fait. Attends. Et normalement, rien se passe. Mais si le lendemain, tu peux avoir des marques blanches, comme une fois, on a vu Sébastien là-bas en France, qu'ils avaient jeté du chlore de choc et ça avait laissé des traces blanches. Et puis après, tu dois frotter, nettoyer, vider, tu dois faire le con pour l'enlever. Donc, c'est mieux de ne pas le faire. Là, ici, on n'a eu aucun problème. Et ici, on jette les galettes aussi de chlore dessus et rien se passe. Mais il faut pas le faire. Comme ça, c'est comme tu évites les problèmes. Là, cette piscine-là, cette vidéo, elle est sur YouTube aussi. Tu vois, c'est une piscine qu'on a juste ici à l'usine. Elle est devant moi, on va dire. Et en fait, on avait laissé avec des algues, on avait laissé un peu de la maintenance basse pour faire la vidéo. Tu vois qu'il y a des algues. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement utiliser du chlore de choc. Et tu vois comme l'algue, une fois que tu l'as tuée, tu vas pouvoir la nettoyer sans problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va pas pouvoir s'adhérer. Elle rentre pas dans l'intérieur du revêtement. Donc, tu vas pouvoir la nettoyer de façon commode. Donc, c'est un des gros pros de ces revêtements au niveau de la maintenance. Plus de questions. Quel type de produit chimique on peut utiliser pour la maintenance de la piscine Accent Quartz? N'importe quel produit chimique pensé pour les piscines. Okay. Il faut penser une chose, en fait, c'est que la plupart des piscines au monde, elles sont faites comme ça. On parle surtout des États-Unis, de l'Australie, les parties qui sont, bon, comme tu as mentionné, elles sont faites avec du ciment. Ou bien elles ont toujours du ciment, même ici à l'Europe, c'est la mosaïque ou que ce soit, mais ça, c'est du ciment aussi dans les jointes. Donc, tous les produits chimiques pensés pour les piscines, ils sont pensés pour fonctionner correctement avec le ciment. Donc, n'importe quel produit chimique qui soit d'utilisation pour les piscines sera d'utilisation pour une piscine Accent Quartz. Tout simplement, il faut obéir les indications de notre fiche de produit, là où on indique les temps de pause, surtout c'est au début, quand la piscine elle est encore, le ventier il est encore frais. Et après, il faut suivre les indications du fabricant du produit chimique. Et s'il y a une question d'ici, sinon on continue, c'est assez simple. Toutes ces vidéos, elles sont sur YouTube, sur la chaîne en YouTube. Là, ce qu'on montre un peu, c'est des exemples. Des exemples. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'années qu'on est sur le marché. Beaucoup d'années, c'est suffisant, pas plus. Au moins avec la marque Accent Quartz, je veux dire. La marque Accent Quartz, on l'utilise depuis assez de temps.
On a beaucoup d'exemples des hôtels, des parcs aquatiques, des piscines résidentielles, surtout Espagne, France et Portugal. On a des exemples Côte d'Ivoire par exemple avec Sébastien, Tahiti maintenant, hein. Et, il y a un peu de partout. Plus ça. Oui, c'est bien. Quand on a des ennuis, ça vient d'où principalement? Ça dépend de la zone en fait. Je vais t'expliquer pour moi. Ici dans toute ma zone et en fait les problèmes les plus costauds, les problèmes les plus gros, normalement ils viennent de la structure. Parce qu'en fait c'est des problèmes que tu peux pas arranger facilement. Si ça vient de la structure. Si c'est une structure qui était pas en béton, ou bien c'était un béton très 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 léger et ça bougeait, le revêtement il va faire pop. Tu sais ce que c'est? Pop. Il se décroche. Il se décroche parce que le revêtement il est rigide. Si le support il bouge, ça se décroche. Et ça c'est le pire que tu peux te retrouver parce que c'est un problème de structure et tu peux pas l'arranger, tu peux pas la refaire parce que si tu la refais, ça va repasser également pareil. Parce que c'est au niveau de la structure, donc il y a pas de solution si c'est au niveau de la structure, plus que ça soit refaire la structure. Après, l'autre problème qui est très ennuyant ici, c'est que les gens utilisent n'importe quelle imperméabilisation, étanchéité, élastique, même si tu expliques non, fais seulement HF24, fais pas élastique. Bon, même comme ça, tu peux retrouver des couches intermédiaires incorrectes. Donc ça, je vais dire que c'est le second problème le plus grave. Et puis après, les derniers problèmes que tu peux retrouver, très très faibles, c'est sur une application très très faible. Moi, par exemple, j'ai trouvé le tout, mais quand c'est dû à l'application, si l'épaisseur est correcte et c'est bien collé, si c'est seulement esthétique, tu peux toujours l'arranger, tu peux toujours faire un polissage, un ponçage, tu peux toujours retoucher, tu peux toujours refaire. Donc ça, c'est les moins dangereux. Moi, par exemple, ce que je me retrouvais, j'ai tout plein de vidéos sur YouTube, sur la chaîne, on explique, on fait des formations, on fait n'importe de tout pour expliquer aux gens comment ça se fait. Alors, accent quartz, intérieur de l'eau, la finition est lisse. Lisse. Donc moi, quand j'explique à quelqu'un qui a jamais fait la formation, qui veut rien savoir, tout simplement, je vais faire la piscine, ok, 1 centimètre, lisse. Bon ben, même comme ça, je me suis retrouvé des gens qui ont passé l'éponge et qu'ils ont laissé tout rugueux l'accent quartz. Ok. Bon, ben il faut poncer. Après il faut faire un ponçage. C'est pas la fin du monde. Tu peux le faire. Tu fais ton ponçage et puis ça y est, c'est fait. Bon, ça peut toujours. Il y a des choses qui peuvent toujours s'arranger. Si c'est au niveau de la structure ou d'une couche intermédiaire qui est pas correcte, et puis là non, là c'est beaucoup plus compliqué. Alors il faut faire très attention au support et aux couches intermédiaires. Okay. Après, il y a un manuel avec des possibles incidences, comment les éviter, comment les arranger. Mais principalement structure, couche intermédiaire. Voilà. Okay. Bon, et là, je vous montre un exemple. Ça c'est un copain qui est à Valence, ici en Espagne, et c'est la première piscine qu'il a fait. Et puis depuis, il en a fait tout plein de piscines, vraiment. Il y a 3 ans, je crois, il a fait sa première, 2 ou 3 ans, je sais pas. Et depuis, il en a fait tout plein de piscines. Ça, c'était la première. Dans ce moment-là, il faisait sa première couche. Dans ce cas, c'était DK112. Maintenant, ça serait interdit. Il fait le scratch. Et je l'ai regardé avant-hier. Oui, là, en plus, tu es sur YouTube, je te recommande de jeter un coup d'œil sur les vidéos de YouTube. Tu cherches Accent Quartz sur YouTube, tu as tout plein de vidéos. Et puis, là, il revient à l'arrière, laisser le centimètre d'épaisseur. Voilà, il laisse le centimètre d'épaisseur. Ça, c'était en Espagne, il était très chaud. Ce jour-là, on avait arrivé à 48 degrés à Valence. Tu vois le joint de travail là qui fait un arrondi là, en bas de la doucine. Est-ce qu'ils ont fait le sol le jour même? Et s'ils l'ont fait le jour même, est-ce que cette reprise, elle se voit? Même si tu le fais le jour même, cette reprise, elle se voit. Surtout à 48 degrés.
C'est pour ça que j'explique. Tu vois, moi j'étais là-bas en prenant la vidéo, donc ils étaient bien assessorés. Tu vois comme ils ont laissé après la jointe, après l'arrondi, tu vois qu'ils ont coupé droit avant de faire le sol. Ils ont coupé droit. Parce que je leur ai dit, même si tu le fais dans le même jour, tu coupes, tu laisses droit parce que tu vas le voir. Parce que il fait très chaud et une demi-heure c'est suffisant pour l'avoir. C'est vrai que si tu le fais dans le même jour et tu le fais droit, ça va être pratiquement inexistant, pratiquement nickel. Là tu vas voir des photos de finition. Regardez, très important la bâche. Toujours bâcher, protéger du soleil. Ça c'est le jour suivant. On fait le nettoyage. On commence par le sol, le radier, et on finit par les voiles, les murs. Du bas vers le haut, et on frotte et on frotte et on nettoie, on rince. La partie qui est hors de l'eau, dans ce cas-là, c'était un deck quartz. Et tu vois comme la jointe, je te dis la vérité, je crois qu'elle se voyait même pas dans le c'était très bien fait. Mais pourquoi? Parce que c'est fait dans le même jour, c'est coupé droit, c'est fait avec attention, et donc tu la vois pas. Ok. Mais toujours penser que ça peut se voir, donc il faut faire attention. Là, c'est fait dans le même jour, avec plusieurs personnes. Et voilà. Ça, c'était la première piscine qu'il a fait, ce gars-là, et comme je dis, il en a fait tout plein depuis celle-là, donc ça a été un très bon démarrage. J'espère que le vôtre soit également très bon. Et là, vous avez tout plein de vidéos pour voir comment ça se fait. Tout simplement, je rappellerai là au niveau du sol, bien nettoyer, bien humidifier, faire le sol. Ils le font tout d'un coup, mais tu vois qu'ils grattent bien fort pour rassurer que le mortier est bien collé sur le sol. Si tout simplement tu le déposes et tu laisses un lancer 1 cm sans vibrer bien ton mortier, ton enduit, tu peux laisser des bulles d'air, tu peux laisser des zones qui ne sont pas bien accrochées. Donc force-le bien, assure-toi que c'est bien collé et puis tu repars. Et là, on parle bien sûr. Ok, je comprends. Un tout petit peu de deck quartz. C'est tout simplement pour expliquer. C'est pour comme on a vu au début, ça sert pour les camions, etc. Là, par exemple, c'est un support béton, une dalle en béton que dessus on a nettoyé, arrosé et on fait le deck quartz 3-5 mm. C'est un enduit de 3-5 mm pour les sols extérieurs. Ça, c'est notre usine. Si jamais tu viens à Madrid, voilà, vous pouvez. Après également tu as des vidéos d'exemple. Là ils sont en train de faire le sol en deck quartz, mais le sol était en très mauvais état et ils ont fait par-dessus, avant de le deck quartz, ils ont fait le mortier technique avec la trame. Et ça c'est un hôtel qui est aux Canaries, c'est une île des Canaries, très joli cet hôtel. En fait chaque année ils augmentent la quantité de mètres carrés dans l'extérieur de deck quartz. Toutes ces vidéos évidemment tu les as sur YouTube. Et le deck floor que c'était pour arranger les bords de piscine, que c'était 2-3 mm. Là on voit que c'est surtout pour faire des réparations dans les bords des piscines. Avec la gouttelette écrasée, là on peut voir la gouttelette écrasée. Donc c'est un enduit de 3 mm. C'est assez simple à utiliser, c'est pas pas besoin. Il y a une formation également assez plus grande, mais en général voilà. Le Protect, c'est un protecteur minéral qui s'utilise normalement pour le deck floor, pour faire un effet mouillé sur le deck floor. Et avec ça, on a fini la formation en ligne Accent Quartz. J'espère que ça a été utile. J'espère que tu as pu apprendre des petits trucs, des petites choses.